Eh bien, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Je vais essayer de garder ce volume jusqu'à la fin de la soirée. Merci à tous et merci par votre présence d'honorer Jean Quiras, qui est à mes côtés. C'est pour moi une soirée un peu particulière. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je représente donc les passeurs de texte et depuis 24 ans, en principe, c'est moi qui choisis les invités. Il se trouve que là, c'est l'inverse qui s'est produit, puisque Jean Quiras, que je connais depuis maintenant un certain temps, m'a demandé d'animer une soirée, échange, en résonance avec cette exposition à la chapelle Saint-Luc. Il n'a pas eu à forcer longtemps, puisque je le connais depuis un certain nombre d'années, je l'apprécie en tant qu'homme, et j'apprécie aussi son travail de peintre. Donc je suis très honoré, et tout comme quand j'invite un écrivain ou un philosophe, un petit peu angoissé, espérant que cette soirée va bien se dérouler, espérant aussi qu'au fil de la soirée, au travers des réponses, surtout des propos que développera Jean, mes questions au départ, je suis un peu habitué, vous allez attendre que les questions viennent, et puis j'espère que vous participerez. Alors, une précision, c'est ce qui m'a touché lors de son invitation, c'est que bien évidemment, je suis là en tant qu'ami, un peu plus, je suis là aussi en tant que quelqu'un qui apprécie les arts en général, et donc sa peinture, et donc je n'ai pas de connaissances particulières en histoire de l'art, je ne suis pas un critique d'art, je ne suis qu'un libraire. Donc je jouerai très certainement parfois le rôle de Candide, en lui posant des questions peut-être non pas stupides, mais des questions un peu simplistes. Dans tous les cas, j'ai évidemment préparé un peu cette soirée, me plonger dans des choses que je ne connaissais pas et qui sont maintenant sous forme de catalogue. Et en préparant cette soirée, j'étais un petit peu ennuyé parce que je lis la présentation qui est faite dans le programme très bien fait de la chapelle Saint-Luc, suite grecque. Pendant 3 ans, Jean Quiras a peint cette suite grecque. Prenant pour modèle les sculptures du Parthénon, il s'est livré à une relecture de ses grandes œuvres, dialoguant avec elles, traduisant leur énergie, leur sensualité, la poésie épique de la mythologie grecque. Zeus, Hestia, Dionysos, Aphrodite, Sisyphe. Inspiré par ces grandes figures, ce récit pictural se veut un hommage à la culture grecque, fondatrice de notre démocratie. Je pense qu'il a participé avec les gens de la chapelle pour écrire ça. Tout est dit, j'ai envie de dire. Voilà, c'est clair. Hein, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir lui poser comme question. Parce que c'est... Et puis, Jean a eu la gentillesse de me prêter des catalogues. Il se trouve qu'elle est juste en face de moi. Béatrice Tabat, pour ne pas la nommer, lors de la grande exposition consacrée à Jean Quiras, 30 années de peinture au musée d'art moderne de Troyes, catalogue, il y a un texte de Béatrice Tabat, conservateur à l'époque, et aussi, comme vous le savez, peintre, artiste peintre, sculpteur aussi. Et Béatrice Tabat écrit un texte tout à fait intéressant, avec des phrases qui rythment son texte, et un certain nombre de déclarations presque péremptoires que pour une large part je partage. Alors elle dit, on reviendra sur le contenu de ce qu'elle a écrit, mais elle dit par exemple, Jean Quiras est un peintre d'histoire. Jean Quiras est un peintre expressionniste. Jean Quiras est un peintre anthropophage. Elle va loin, hein. Jean Quiras est un peintre de l'inconfort.
Et puis, je ne les ai pas lus dans le bon ordre. Je pourrais dire qu'elle conclut Jean Quiras est un peintre intelligent. C'est bien pour toi. Merci, Béatrice. Merci. Et enfin, ce qui est peut-être la déclaration la plus importante, Jean Quiras est un peintre. Alors, avant de lui poser les premières questions qui vont nous amener à la suite grecque, à un moment donné, nous avions, avec Jean, un petit peu rêvé sur comment on pouvait appeler cette soirée, puis on en était arrivé à histoire, au pluriel, histoire de la suite grecque. Un certain nombre de personnes qui sont ici connaissent Jean Quiras. Vous savez qu'il réside à Troyes depuis un peu plus de 10 ans. Il y a son atelier. Et puis, je pense que c'est quand même agréable de le dire, même si ça fait que tu n'es plus tout jeune, tu peins depuis plus de 50 ans. Hélas. Donc, et si j'ai bonne mémoire, à travers des catalogues que j'ai pu lire, ta première exposition, tu as 20 ans. Oui, même un peu moins. Même un peu moins. Tant qu'à faire. Donc, un peintre, on va le voir, et puis, peut aussi, pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas uniquement un peintre. Quelqu'un aussi qui a fait d'autres choses, en particulier des scénographies, parfois des scénographies pour d'autres artistes, pour des expositions importantes dans la région parisienne et ailleurs. Donc un peintre, mais un artiste aussi, avec une sensibilité qui lui a permis de développer de la création qui ne soit pas uniquement sur des toiles. Voilà un peu pour la présentation de Jean. Alors, histoire au pluriel de la suite grecque, pourquoi on s'était dit ça? Parce que, donc vous le savez, il y a 2 salles, et avant d'en arriver là, on n'y arrive pas comme ça. On n'y arrive pas ex nihilo. Il s'est passé des choses avant. Et si on regarde très rapidement, je dis bien si on regarde très rapidement, il y a quand même un certain nombre d'œuvres qui peuvent nous dire quelque chose, et on peut se dire, c'est bizarre, il peint des sculptures, il peint déjà des œuvres qui existent. Et quand on travaille sur le parcours, le cheminement de Jean Quiras, et là je rejoins Béatrice Tabat qui à un moment donné dit c'est un peintre anthropophage, j'ai envie de dire c'est un peintre anthropophage récidiviste. Pourquoi? Parce que Jean Quiras a peint un certain nombre d'autres œuvres qui existaient déjà et qui sont très marquantes dans son cheminement d'artiste, de peintre, de créateur. Et je vais évoquer 3 moments phares dans ces 30 dernières années. Les gisants de Saint-Denis, le Dévot-Christ de Perpignan et le rétable d'Issenheim. Donc des œuvres qui existent déjà et qui là, pour reprendre ce terme anthropophage, mais que je partage, j'ai même employé pour un terme qui n'est pas très beau, mais qui continue dans cet esprit. Il y a ingestion, digestion, et puis restitution. Alors la première question que j'ai envie de poser à Jean Quiras, c'est donc tu es récidiviste. Pourquoi, à un moment, on décide qu'on va peindre les gisants ou s'intéresser au Dévot-Christ de Perpignan? Alors, tout d'abord, moi aussi, je vous remercie d'être là. Une petite précision, j'ai choisi Jean-Luc Riot parce que je rêvais d'être son invité. Donc, et c'est tout. Et
c'est tout à fait vrai ce que je dis. Parce que j'aime beaucoup les soirées qu'il anime, alors je me suis dit qu'après tout, j'allais m'offrir ce luxe. Donc merci Jean-Luc. Il a intérêt à être bon. Hein. Ben, je vais essayer d'être à la hauteur des autres illustres invités que tu as pu interroger. Comment ça se produit, ce genre de choses, ce choix? Les Gisants, c'est il y a plus de 30 ans. On m'avait demandé de faire une scénographie à partir d'un fond photographique sur les gisants, puisque ces gisants ont traversé des fortunes diverses au 19e. Hein, c'est qu'ils ont été déménagés à la Révolution, ramenés à la basilique de Saint-Denis, installés par Viollet-le-Duc selon un certain ordre. Napoléon rêvait d'en faire la sépulture de sa famille, donc il se rêvait au milieu à la place de Saint-Louis, enfin, etc., etc. Donc les gisants de Saint-Denis, c'est une histoire. Mais c'est d'abord, avant tout, une histoire de la sculpture funéraire. Et quelle sculpture! Alors, il y a deux époques sur ces gisants. Il y a la grande partie du Moyen-Âge, évidemment, qui est la plus importante. Une grande partie commandée par Saint-Louis, d'ailleurs, pour affirmer la dynastie, parce que c'est quand même un problème de pouvoir. C'est ça qui m'a intéressé aussi, bien entendu. Du pouvoir, on en reparlera sans doute. Et puis, il y a les tombeaux de la Renaissance. Ça commence avec Henri II, ça commence avec Louis XII, ça continue avec François Ier, et ça se termine avec Henri II, parce qu'après, c'est Henri IV. Et vous savez qu'Henri IV, c'est terminé, le roi doit être dans la ville et non pas mort. Donc toujours problème de pouvoir, bien évidemment. La représentation du pouvoir dans ces gisants de Saint-Denis m'a tout de suite intéressé, parce qu'elle montre deux choses. Elle montre le roi mort ou en train de mourir. Le tombeau de Louis XII, c'est le dernier souffle, on peut l'apparenter à la balade des pendus, quelque part. C'est ce côté... On est encore dans le Moyen-Âge, en fait. On est au tout début de la Renaissance. On fait le tombeau de Louis XII parce qu'il y a eu les guerres d'Italie. Et puis, ensuite, apparaît le tombeau de François Ier, triomphant. C'est le pouvoir absolu. Le roi est nu devant la mort, bien entendu, mais au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir. Il faut grimper sur le tombeau pour le voir. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'ai fait ce sacrilège. Un jour, je me suis trouvé enfermé. Je préparais l'exposition sur les gisants. Et j'étais tout seul dans la basilique. Et je me suis offert ce luxe d'escalader le tombeau de François Ier. Je pense que... On ne le dira pas. De toute façon, il y a péremption. Hein. Il y a péremption. Mais ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est que je ne l'ai pas tenu plus d'une minute. Tellement la sculpture de ce gisant de François Ier est impressionnante. Et alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'à ses côtés se trouve Claude de France, qui est vieilli. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une vieille femme alors qu'elle était jeune, quand François Ier est mort. Donc, il y a tout ce rapport qui m'a immédiatement passionné, et ce rapport au corps, évidemment. D'ailleurs, l'exposition de Saint-Denis s'appelait Corps. Je ne l'ai pas appelé Gisant volontairement parce que je ne voulais pas apparaître comme un peintre d'histoire, comme un peintre documentaire. Mon propos était de travailler librement sur ces gisants, de chercher l'esprit qui avait guidé les sculpteurs de ces tombeaux, et puis surtout de montrer encore une fois la dramaturgie des corps nus de ces rois de France qui ensuite sont installés au sommet du tombeau, et alors là, la nuance, c'est pas la même, installés avec les mains de justice et avec la couronne. C'est-à-dire qu'en bas, on a la mort, au-dessus, on a le pouvoir absolu, terminé, circulons, il n'y a rien à voir. Donc, ça, c'est ce qui m'a évidemment passionné. Et puis, encore une fois, ces trois corps, j'ai dit ces trois corps parce que, ou ces corps, puisqu'on peut parler aussi évidemment des reines qui accompagnent, et Henri II, notamment, Catherine de Médicis, fait faire le tombeau de son mari mort, tué d'un coup de lance devant rue Saint-Antoine, et c'est une femme amoureuse. Elle commande donc le tombeau de son époux, et puis
on fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on la vieillit pour qu'elle soit, que ça soit une vieille femme. Et là, alors, en bonne italienne d'ailleurs, elle dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Vous refaites ça et vous me mettez comme une femme, comme une amoureuse endormie. Et c'est ce qu'elle est dans ce tombeau, qui est absolument magnifique. Donc, c'est toute cette histoire-là que j'ai travaillée pendant 3 ans. Et pour revenir à la question de départ, les thèmes, le thème des gisants est mon premier grand thème, je dois dire, qui a commencé, et je ne le savais pas encore, cette démarche effectivement de... Alors là, j'hésite au mot employé. Est-ce que c'est s'appuyer sur quelque chose? Est-ce que c'est rendre hommage à quelque chose? Est-ce que c'est se faire guider par quelque chose? Est-ce que c'est trouver sa liberté dans ces quelque chose? Sans doute tout à la fois, pour l'instant. Donc voilà comment ça a démarré, cette démarche qui petit à petit s'est affirmée et a commencé avec les gisants. Alors, tu viens de le préciser, si j'ai bien entendu, donc 3 ans. Quand nous aborderons dans peu de temps la suite grecque, si j'ai bonne mémoire, c'est aussi 3 ans. Oui, ce qui fait que la vie est très courte, finalement. Donc il y a là une caractéristique à souligner. Le terme que je vais employer n'est peut-être pas le bon, mais tu es là pour réagir. C'est tes propos qui sont importants. Mes questions ne sont que des petits aiguillons. Il y a chez toi l'épuisement du sujet. On a l'impression que tu vas jusqu'au bout. Pour moi, qui ai le privilège d'aller parfois dans ton atelier, qui a suivi pour une large part l'évolution de cette suite grecque, on perçoit bien qu'à un moment donné, enfin c'est ma perception, tu n'es plus, enfin tu l'es à l'extérieur bien sûr, puisque tu peins, mais tu es capté. Il y a un épuisement du sujet, tu vas jusqu'au bout. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que ça commence toujours petit. Ça commence toujours par de petites choses qui me permettent d'abord de comprendre. Je crois que la première des choses, c'est d'essayer de comprendre ce que l'on peint. Donc et puis petit à petit, ça commence à se développer. Mais ça se développe avec une idée, mais complètement obsessionnelle, c'est d'aller le plus loin possible. D'aller jusqu'à ce qu'on ne puisse plus dire quoi que ce soit. En ce moment, je suis assez malheureux, je dois dire, parce que je suis tenté de continuer cette suite grecque. Mais je veux absolument m'interdire. J'ai décidé à un moment donné, avec cette exposition, que ce serait une sorte de point d'orgue. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut... Même si je suis anthropophage et qui ronge l'os jusqu'au bout, il y a un moment donné, quand même, j'ai plus d'os. Alors bon, mais évidemment, je suis capable de m'en redonner d'autres. C'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème. Il y a je dis, tiens, j'aurais dû faire ça. Ah, j'ai pas fait ça, etc., etc. Et en fait, ces 3 ans, même un peu plus de 3 ans d'ailleurs, quand je regarde les toutes premières esquisses, c'est continuellement se dire ça. Ah, j'ai pas fait ça. Il faut absolument que je fasse ça. Et puis, ayant fait ça, évidemment, ça m'amène vers un autre. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, effectivement, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Alors, il y a quelque chose qui est évident. Alors, tu as prononcé, on ne pouvait pas, évidemment, ne pas l'entendre dans ton explication. Ce qui nous entoure aussi, il y a le corps. Il y a un certain nombre presque de portraits, parce que dans cet épuisement, au fur et à mesure que tu avances, il y a des grossissements. Oui. Et je voudrais montrer, me semble-t-il, comment tu as une obsession qui peut toucher aussi des choses qui, au départ, ne sont pas le corps humain. Ta rencontre avec Troie passe par la grande salle de la bibliothèque, aujourd'hui
transportée, réagencée à peu près comme à l'identique, mais pas tout à fait pour ceux qui ont connu l'ancienne. Cette salle devant laquelle, lorsque tu en as fait la connaissance, tu es tombé en admiration. Complète, mais plus que ça. Et presque obsédé par cette salle, quand tu as appris qu'elle était, voilà, qu'elle allait déménager, tu as fait un certain nombre de démarches au fin de pouvoir, si cela était possible, la peindre. À l'époque, le conservateur était donc Thierry Delcourt, aujourd'hui disparu, que tu as rencontré et qui t'a laissé le champ libre pour appréhender, t'accaparer cette salle. Et pour ceux qui sont allés à cette exposition, puisque non seulement Jean Quiras a peint cette grande salle, qui ne contenait que des livres, il y a eu une très grosse exposition. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ? On voit à la fois, moi j'ai envie de dire, on en a parlé souvent, des foules, puis tu resserres la focale, des petits groupes, puis tu resserres encore la focale, puis à un moment donné c'est la tranche d'un livre, il y a un grossissement, et on est presque dans le portrait et dans un corps. Est-ce que je... J'adhère complètement à cette analyse. C'est exactement comme ça que je l'ai vécu. La première fois, je m'en souviendrai tout le temps. Ça me revient souvent, cette image, cette sensation que j'ai eue quand je me suis trouvé tout seul dans cette grande salle de la bibliothèque. Et tu as prononcé le mot « foule », et effectivement, c'était en face de moi, non pas des livres, mais des individus. Mais vraiment des individus, qui me parlaient, mais qui me parlaient évidemment dans une langue qui n'était pas forcément audible, qui était une sorte de chose qui venait vers moi comme ça, de pensées, mais il n'y avait pas que les pensées, il y avait aussi la matière de ces livres, il y avait tout ça. Et effectivement, petit à petit, j'avais très peur. J'étais mort de trac, et je me suis dit, mais tu es complètement inconscient dans quoi tu t'es lancé. Tu vas peindre des livres, et qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Et puis, Thierry Delcourt, à qui je rends hommage en passant, pour à la fois son écoute et sa gentillesse sur ce projet, m'a laissé tout seul. Les bibliothécaires, d'ailleurs, passaient en faisant le moins de bruit possible, ce qui était vraiment très gentil de leur part. D'ailleurs, un bibliothécaire ne fait pas beaucoup de bruit, de toute façon, mais ils en faisaient encore moins possible pour ne pas me déranger. Et étant tout seul, évidemment, il s'est passé d'abord le trac, et puis petit à petit, ma foi, je me suis habitué à cette foule. Et puis de cette foule sont sortis des individus, effectivement, qui étaient pour moi chaque livre avec une histoire, alors il y en avait qui étaient pour moi très attrayants parce qu'il y avait des matières magnifiques, il y avait ceux qui étaient les plus déglingués me plaisaient le plus, ce qui évidemment ne plaisait pas du tout aux bibliothécaires. D'ailleurs, on n'a pas du tout les mêmes critères. Et petit à petit, des individus se sont imposés pour devenir ce que j'ai appelé d'ailleurs des portraits de livres. Donc la notion d'individu, de corps, peut s'appliquer effectivement très très bien aussi à un livre. Alors, peut-être vous, au travers de questions, mais on en reparlera particulièrement, puisqu'on vient de parler de cette exposition consacrée à la grande salle de la bibliothèque de Troyes, mais on le retrouve dans bien d'autres œuvres. Il y a aussi dans la peinture de Jean Quiras, sur le corps, des choses qui ont à voir avec les signes, les tatouages, quelque chose presque de totémique parfois. Et évidemment, dans l'exposition consacrée aux livres, et particulièrement
lorsqu'on avait affaire presque à un portrait de livre, une tranche. Évidemment, l'œil du peintre et sa réexploitation par, évidemment, sa matière très particulière, on en parlera particulièrement pour la suite grecque, fait que c'est aussi un corps qui a des gravures, qui a des signes. Et ça revient souvent aussi dans ta peinture. Oui, ça revient très souvent parce que dans mon travail de peinture, il y a plusieurs échelles. Je travaille, quand je commence une toile, je la commence le plus rapidement possible, plutôt à grands traits, avec des pinceaux très larges qui me permettent de ne pas rentrer dans les détails, mais d'essayer de construire quelque chose. Et puis petit à petit, je vais terminer, la toile qui est derrière moi, ou d'autres d'ailleurs, je vais terminer avec un pinceau minuscule. Et des fois, je me gouverne en me disant, bon, essaye de prendre des pinceaux un peu plus larges. Ben non, c'est plus fort que moi, parce qu'il y a effectivement cette écriture. Pendant très très longtemps, j'ai été très intéressé aussi par l'écriture égyptienne, par les hiéroglyphes, qui je trouve absolument fascinant. Mais l'écriture fait partie de ma façon de travailler, et c'est effectivement quelque part presque une écriture de récit. C'est-à-dire qu'elle essaye de raconter quelque chose de très secret, d'indéchiffrable, mais pourtant existante. Comme je suis fasciné par la pierre de Rosette, évidemment. La pierre de Rosette est pour moi l'objet le plus sacré qui soit. Je veux dire, cette pierre qui a livré d'un seul coup, c'est la clé du déchiffrage des hiéroglyphes. Donc ça a été... Et il y a une très grande toile que je n'ai plus, qui fait partie des collections de l'Assemblée. Je cite ça parce que c'est une grande toile immense avec aux 3/4, même au 9/10, j'ai envie de dire, recouverte d'une écriture indéchiffrable. Et en bas de cette toile, il y a un crâne de mouton. Et quand la responsable des collections m'a demandé le titre de la toile, j'ai dit, le titre, c'est « Que c'est-il » Et ça me paraissait doublement amusant de dire que ce crâne de mouton en savait peut-être plus. J'arrêterai là. Hein. Et cette écriture secrète, inconnue, c'est la mienne, et en même temps, ce n'est déjà plus la mienne. Donc, c'est les traces que je peux... dans toutes les toiles qui sont ici, il y a des traces, et avoir de près, je dis souvent d'ailleurs, ma peinture est à regarder à 3 ou 4 distances, de plus loin et de plus près, et de plus près, et de plus près. Parce que, effectivement, quand je suis à travailler avec mon petit pinceau, alors évidemment, c'est peut-être... certains me diront, bah oui, mais ça manque peut-être de distance. Bah, c'est comme ça. Donc je travaille, et je peux passer une journée sur 2 cm². Je peux passer une journée sur ces 2 cm pour trouver et le ton et l'écriture. Et ensuite, évidemment, il faut réintégrer tout ça et réordonner tout ça. Voilà pour l'écriture. Oui, oui. Mais je trouve que c'était important d'en parler parce que c'est une dimension aussi... Alors, c'est important, me semble-t-il, d'évoquer un petit peu du travail et des créations qui ont précédé pour comprendre qu'il y a une cohérence dans le cheminement de l'artiste pour en arriver à cette suite grecque. Et dire que, évidemment, un artiste, fort heureusement, ce que je vais dire est une lapalissade, il est dans la vie. Hein, il est dans son atelier, il peint, mais il vit aussi. Et un certain nombre d'entre vous le savent, d'autres ne le savent pas. Jean Quiras, c'est un pseudo, ou en tout cas un patronyme tronqué, puisque son vrai nom, c'est Jean Quiras Tinikos.
Alors quand on entend ce patronyme, évidemment, on pense assez facilement à cette région qu'on appelle la Grèce. Et d'ailleurs, tu as des racines grecques. Oui, mais Lointaines. lointaines. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai appris quand tu m'en as parlé, c'est que, d'ailleurs je la salue, ta compagne a un petit peu participé un jour à te dire, mais quand même, ça serait peut-être bien de faire un voyage en Grèce. Oui. Hein? Donc, la question, c'est ce voyage en Grèce, est-ce qu'il l'a suscité durant le voyage, en Grèce même, ou après, au retour? Est-ce qu'il a suscité les prémices de ce qui allait devenir, des années plus tard, la suite grecque? Et puis, en même temps, dans la foulée, j'ai envie de demander à l'artiste, est-ce qu'avant d'aller en Grèce, il avait un peu une approche de... Parce que tout un chacun, de très loin, souvent, on sait quand même, hein, les Grecs, grands bâtisseurs, même s'il n'y a plus que des ruines, pour certaines encore très belles, et puis la statuaire grecque. Est-ce que tu avais déjà des relations avec cette statuaire, et qu'est-ce que ce voyage a provoqué? Alors là, on va commencer une longue histoire. Hein. Non, mais bon... Je vais essayer de ramasser. Ouais. Mais le voyage déjà. Alors le voyage, ce voyage n'existerait évidemment pas, effectivement, sans Élisabeth. Élisabeth m'a dit un jour, enfin c'est incroyable quand même, quand on porte un nom grec, de ne jamais avoir été en Grèce. Alors je vais quand même m'expliquer rapidement là-dessus. Parce que, effectivement, mon nom c'est Kyristinikos. À l'école, Kyristinikos s'est donné Kiki. Déjà, ça me posait quand même quelques problèmes, parce qu'on aime bien son nom quand même. Et Kiki, ça ne me plaisait pas trop, de toute façon. Donc ça, c'est le premier point. Donc je ne voulais très vite, quand je suis devenu ado, etc., je ne voulais pas entendre parler de ces racines grecques dont on me parlait sans arrêt. Ah oui, c'est grec, si, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce nom n'avait pas été respecté au départ. Mais ça, bon, je n'étais pas le seul, et je ne serais sans doute pas encore le seul. Quelquefois, bon, il y a des erreurs comme ça. Après, quand j'ai commencé ma carrière de jeune artiste, un critique m'a dit, enfin écoutez, Kyristinikos, ça c'est impossible à prononcer, vous dire, c'est pas la peine. Hein. Cherchez pas, les Français ils peuvent pas. Alors coupez le nom en deux, puis vous allez voir, ça ira mieux. Alors ça a commencé d'abord par Kirast, K-I-R-A-S-T. Vous voyez, c'est pas terrible. Bon, j'ai fait une exposition, il y a une exposition comme ça qui s'est appelée avec Kirast. Donc c'est devenu Kirast. Et puis c'est resté parce que les articles faisant que, les expositions faisant que, etc., etc. Et puis, donc Élisabeth me dit, quand on porte un nom grec, même si c'est loin, on se doit d'y aller au moins une fois. J'ai dit, écoute, essayons, on verra bien. Je n'y suis pas allé du tout avec enthousiasme. J'y suis allé pas en traînant des pieds, mais j'y suis allé sceptique. Je n'avais pas en tous les cas, je n'avais aucun projet. Aucun projet. Et pour revenir à la sculpture grecque, l'approche que j'en ai eue, elle est celle d'un étudiant en beaux-arts, scolaire. Et j'insiste là-dessus, parce qu'effectivement, je regrette que peut-être... et en même temps, je ne regrette pas du tout. Parce que, finalement, il fallait que ça soit une histoire. Et non pas une histoire de l'art, si je puis dire. Il fallait que ça soit une histoire. Cette histoire a commencé, effectivement, arrivé là-bas, sur les sites Olympie, Épidore, Delphes. Et le choc, ça a été à Delphes. Olympie, ça ne m'a pas du tout intéressé parce que j'ai horreur du sport. Alors donc déjà, a priori, j'avais un a priori sur Olympie. Enfin bon, cela dit, l'atelier de Phidias m'a quand même ému un petit peu quand même. Mais Épidore, magnifique, c'est formidable. Mais Delphes, c'est la montée sacrée, quoi.
c'est l'accord parfait entre le site et le paysage. C'est l'accord parfait avec toutes les histoires grecques qui est là. Quand on foule les dalles de pierre qui nous font monter au temple de la Pythie, on est conduit par quelque chose qui vous dépasse. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé effectivement, tout doucement, dans ma tête, en disant, il faut faire, je pourrais peut-être faire quelque chose. Ça s'est prolongé dans le musée de Delphes, d'ailleurs, qui est un fort beau musée, par ailleurs. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est la mutilation sans fin de cette sculpture grecque. Il n'y a pas plus sculpture mutilée que la sculpture grecque. Et ça m'a frappé d'emblée au musée de Delphes, notamment, où les statues sont loin d'être entières, à part la fameuse grande sculpture de Delphes. Mais donc, il y a aussi quelque chose qui m'a ému, quelque part, en me disant, c'est pas juste. C'est pas juste que ces sculptures étaient autant outragées, mutilées. Alors, tout s'en est mêlé, hein, le temps, les occupations guerrières, les cités eux-mêmes, hein, parce que les Grecs ne se sont pas privés non plus, hein, pour se démolir les uns les autres, etc., etc. Et puis, revenu de là-bas, avec cette émotion quand même, magnifique de Delphes notamment, je lui ai dit, il faut quand même pousser un peu plus loin, on va aller voir les grandes figures du British, les grandes figures du Parthénon. Arrivé au British, et alors là, ça a été définitif. C'est ce qui a remporté ma décision. En fait, j'avais envie, mais j'osais pas. J'osais pas parce que face à un tel patrimoine, bon, avec les gisants, je m'en étais arrangé, mais là, c'était quand même un peu plus, c'était quand même énorme. Donc, mais face à ces grandes figures, notamment, qui sont magnifiquement installées au British. Bon, après, on peut parler du problème du patrimoine, c'est un autre débat, bien entendu. J'ai été, médusé littéralement. Parce que ces sculptures, elles ont quelque chose d'unique et que je n'ai jamais retrouvé dans d'autres choses. Elles traduisent quelque chose qui était, en fait, intraduisable, c'est-à-dire les dieux. Ah oui. D'un seul coup, elles ont fait passer la sculpture. La sculpture égyptienne, je l'ai citée, je trouve absolument magnifique. La sculpture archaïque grecque est très belle, mais elle est figée. Alors que là, d'un seul coup, c'est la vie, et c'est la vie des dieux, et c'est la nôtre. Et c'est ça, cette espèce de va-et-vient que j'ai ressenti en me disant, peut-être que finalement, ces sculptures sont tellement vivantes, quelque part, que moi, en tant que peintre, j'ai peut-être le droit de les peindre, finalement. Et c'est cette sensation de vie qui m'a donné la liberté et l'audace de commencer ce travail. Revenu de Londres, après avoir pris beaucoup de photographies, que j'ai montrées d'ailleurs au début de l'exposition, parce que j'aime bien citer mes sources, eh bien, ces photographies m'ont servi de modèle, évidemment, les sensations reçues dans la tête lorsque la visite, évidemment aussi, et tout doucement, j'ai commencé ce travail. Voilà comment est née, je dirais, l'aventure de la suite grecque. Parce que c'est quand même, pour moi, ça reste une aventure. Je trouve que Jean Quiras en est bien sorti, hein. Il nous a bien répondu sur le voyage, et voilà, tu as bien synthétisé. Moi, juste pour prolonger un tout petit peu ce que dit Jean par rapport à la Grèce, là j'ai beaucoup d'émotions pour ceux qui ont suivi l'hommage que les passeurs de texte avaient rendu à Jacques Lacarrière. Je suis allé en Grèce et j'ai fait la connaissance de Delphes grâce à Jacques Lacarrière, qui dans l'été grec donnait des conseils. C'était une Grèce d'une autre époque, elle n'était pas envahie par les touristes comme maintenant. Et donc, pour ceux qui sont déjà allés à Delphes, vous avez le site et il y a cette marée d'oliviers qui, pour une part, a brûlé depuis. Il y a eu un tiers, je crois, quand même, mais qui est... voilà. Donc, et j'y suis allé, comme il le disait, un matin, à 7 heures du matin, avant que les cars de touristes n'arrivent, et je partage ce que vient de nous dire Jean, une émotion absolument
folle. C'est-à-dire que là, en tout cas comme lui et comme d'autres, puisque j'en ai parlé aussi avec d'autres, il y a quelque chose à travers ce qui reste. Et après, quand on fait connaissance avec ces statues, ces sculptures, on comprend que nous sommes au milieu d'un dialogue avec les dieux et les hommes. Et les œuvres sont des intercesseurs. Totalement. Et là, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc, pour revenir à ce que tu disais, tu n'es pas le seul, mais il y a une grande relation aux lieux. Les lieux sont aussi importants pour toi. Ils dégagent quelque chose. Donc Delphes, évidemment, quand on dit Delphes, c'est pas rien, mais te connaissant, tu m'as parlé à plusieurs reprises d'une certaine manière. D'ailleurs, je pense que ceux qui t'ont écouté là ce soir, quand tu parles de la basilique de Saint-Denis et des Gisants, le lieu a joué de manière très forte. Donc tu es sensible au lieu. Ah oui, je suis très très sensible au lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément une histoire qui est attachée à ce lieu. Une histoire. Bon, quand j'ai installé le triptyque à la cathédrale, la chose à laquelle j'ai pensé le plus fort, c'est aux maçons qui avaient construit ce mur. C'était pour moi ça qui était le plus important. C'était pas tellement ce que j'avais fait, mais c'était de pouvoir poser quelque chose sur un mur qui avait été construit par un mec avec sa truelle, et qui l'avait bâti, voilà, comme on fait un mur, voilà. Et ça, je l'ai ressenti de nombreuses fois dans d'autres lieux. Quand on m'a proposé de faire une exposition à l'abbaye aux Dames à Saintes, on m'a proposé la salle capitulaire. Et je n'avais pas pris de décision de ce que j'allais y montrer. Salle magnifique, très très belle. Et comme je trouvais que ce lieu était absolument super et qu'il fallait faire quelque chose de très fort dans ce lieu, j'ai pris la décision de faire effectivement un hommage à Grunewald. C'est le lieu qui a déterminé le choix de Grunewald. Grunewald, que je connaissais par ailleurs, que j'ai rencontré pour la première fois quand j'ai installé et organisé l'exposition des Gisants au musée Unterlinden à Colmar. Donc quand j'installe les Gisants à Colmar, je suis tout seul, parce que ça c'est un des privilèges d'installer les expositions, être toujours tout seul, et je vais voir tout seul le retable d'Isenheim. C'est la première fois que je le voyais, en vrai. Là ça a été un choc, là aussi quelque chose de phénoménal. Et c'est resté dans ma tête pendant très très longtemps. C'est 20 ans après que j'ai fait ce travail sur Grunewald. Ça n'a pas été immédiat du tout. Parce que j'étais tellement impressionné, tellement saisi à la fois d'admiration et de stupeur, parce que c'est une œuvre stupéfiante quelque part aussi. Une œuvre d'ailleurs qui était installée dans le dortoir des malades pour leur dire « Attention, il y a plus souffrant que vous ». Parce qu'effectivement, quand on est en face de cette crucifixion, il est difficile de se plaindre. Ça, c'est vrai. Donc, ce qui m'a fait dire aussi, d'ailleurs, dans le petit texte d'introduction lors du vernissage de l'exposition La Suite grecque, je ne fais pas de différence entre la beauté divine de la sculpture grecque et le sacré d'un corps souffrant. Pour moi, c'est la même chose. Le sacré est aussi bien dans la souffrance que dans la beauté. Et ça, c'est ce qui m'avait effectivement très impressionné dans Grunewald, parce que effectivement, on est en face. Je me souviens d'un texte de Genet à propos des massacres de Sabra et Shatila, peut-être qu'on en parlera, et qui dit, je suis obligé de dire, il s'est rendu sur les massacres de Sabra et Shatila. C'est un texte qui est paru dans Libération. Et il dit, je ne peux pas malheureusement ne pas dire que c'est beau. Un massacre, c'est beau. C'est exactement ce qu'a dit également Goya dans les gravures, dans les gravures des désastres de la guerre. Et ça, effectivement, ce retable d'Isenheim, eh bien, 20 ans après, j'ai
osé faire quelque chose, mais parce que ce lieu avait commandé, si j'ose dire. C'est le lieu qui m'avait commandé l'œuvre, finalement. Alors, on a abordé un certain nombre de choses. Tu nous as expliqué, voilà, le voyage, les émotions en Grèce. Après, on va au musée à Londres, au British Museum, mais ça ne nous dit pas tout. Tu as pris des photos, c'est bien, mais comment, là on va rentrer un petit peu plus avant dans le processus de création, quand on est devant de telles œuvres, comment on se colte avec elles? Est-ce que, concernant la Grèce et ce qu'on vient de dire sur cette force de ces œuvres qui sont à la fois entre les dieux d'une époque et les hommes, comment on aborde ça? Est-ce qu'il est nécessaire, en plus des photographies, en plus des œuvres que l'on a vues, est-ce qu'il est nécessaire de lire, d'écouter des choses? J'ai lu dans un des catalogues que tu es aussi un peintre qui a besoin d'écouter, d'avoir la vie qui vient dans ton atelier, tu écoutes beaucoup la radio, et en tant que libraire, je le sais, tu viens régulièrement à la librairie, tu es un lecteur. Mais là, spécifiquement pour cette suite grecque, comment ça s'est amorcé? Est-ce qu'il y a eu besoin, pour un peu se l'accaparer, de mieux comprendre des choses? C'est une question. Au départ, j'ai eu une approche finalement assez naïve. Je n'ai pas commencé tout de suite. Si, j'ai acheté des livres sur l'art grec que je parcourais comme ça, mais finalement, c'est avec les photographies, les modèles, que j'ai essayé de commencer à dialoguer. Et alors, je dois dire, pardonnez mon immodestie, je me suis dit, moi, de toute façon, si je peins je dialogue avec lui. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, alors après, je sais pas s'il m'a entendu. Mais en tous les cas, moi, j'ai essayé. Et puis, en regardant Hestia, j'ai dit, mais Hestia, moi, j'ai envie d'être dans ses bras, quoi. Alors, j'ai dialogué avec Hestia. Et puis après avec Dionée, avec Aphrodite, avec Dionysos, mais ça on y reviendra parce que Dionysos c'est un cas un peu spécial, mais aussi avec le grand corps vertical qui est alors il y a deux interprétations, soit c'est Sisyphe, soit c'est Céphise. J'ai deux interprétations, donc je ne trancherai pas. Moi je préférais Sisyphe, mais enfin bon, mais c'est comme ça. Mais en tous les cas, ce grand corps a été aussi un dialogue, alors là, effectivement, avec le corps grec. Une chose qui m'a frappé au musée d'Olympie, d'ailleurs. Je crois que c'est au musée d'Olympie, oui. Il y a effectivement la statue d'un éphèbe magnifique, d'un sportif magnifique. Il a des fesses absolument superbes, d'un érotisme échevelé. C'est presque, comment dire, c'est presque la chair, quoi. C'est la chair. Et ce n'est pas du tout ce qui m'a intéressé. Mais alors pas du tout, je peux dire. J'ai jamais eu envie de... Ce qui m'intéressait, c'était, encore une fois, les dieux. D'abord les dieux. Pas les faibles qui m'intéressent que modérément, qui est très beau, mais qui ne me raconte rien, ou pas grand-chose, en tous les cas. Si ce n'est, évidemment, cet idéal de beauté grecque dont on a tant parlé. Mais pour moi, la beauté grecque, elle est là-dedans. Elle est dans cette famille, de dieux, à la fois qui punissent, parce que dans la mythologie, c'est sans arrêt des règlements de compte, et en même temps qui protègent.
C'est-à-dire que quand le héros est en péril, on dit là il est fichu, quoi. Ben non, Zeus vient tout de suite, le sauve au dernier moment. Parce que, voilà, et c'est cette histoire-là que je me suis racontée tous les jours, tout le temps, et de façon à la fois, comment dire, à la fois naïve, sentimentale, obsessionnelle, en essayant finalement de transmettre moi aussi ce qu'eux avaient superbement transmis, c'est-à-dire la vie. Mais cette vie qui est une vie, encore une fois, qui est vraie et pas vraie, qui est justement cette vie mythologique qui est fascinante parce qu'elle est possible et en même temps, on ne peut pas l'attraper. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a agité, si je puis dire, pendant mon travail. Et puis, pour répondre à ta première question de départ sur les lectures, petit à petit, s'est installée aussi une réflexion, évidemment, là, qui est passée, évidemment, par toute l'approche philosophique que l'on peut évidemment faire modestement, hein, je le précise, très modestement, hein, car plus je lisais, plus j'étais écrasé par le poids du savoir à acquérir, mais il fallait bien passer par ces étapes-là pour précisément essayer de mieux comprendre, finalement, que voulait dire la sculpture grecque. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire passer? Ça fait un petit moment que Jean répond, presque une heure. Si vous avez une question, une réaction... On sent vraiment beaucoup d'émotions. Et cette émotion-là, moi, je l'ai ressentie justement sur l'Acropole. Je me rappelle avoir pleuré quand je l'ai vue pour la première fois. J'étais tellement émue que je ne savais pas comment me comporter. Oui, mais c'est ce que j'ai ressenti à Delphes, entre autres. Sur l'Acropole, c'est difficile parce que maintenant, c'est une forêt d'échafaudage. Donc, quand il sera fini, pour les autres générations, je pense qu'ils auront un choc. Moi, j'ai été très frappé de voir au musée d'Athènes, au musée des Beaux-Arts d'Athènes, il y a des peintures qui représentent l'Acropole en pleine campagne. Ça fait rêver, quoi. Ça fait vraiment rêver. Et pourtant, il était dans la campagne. Donc, maintenant, bon, il est... heureusement, il domine la ville. Donc, il gardera son intégrité. Je pense qu'il ne risque pas d'être envahi par une marée urbanistique, si je puis dire. Mais en même temps, bon, c'est certainement pas l'émotion de maintenant n'est pas celle que vous avez connue, ça c'est certain. Et que moi je n'ai pas connue par contre. Le Parthénon n'a pas été le grand moment pour moi. Par contre, il a été un grand moment constant de pensée symbolique qu'est le Parthénon. Oui, parce que déjà, tous les sujets qui sont là étaient sur le Parthénon. Oui. Mais ça, on va y revenir. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu la technique. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué. Pour qui connaît des œuvres précédentes et pour qui a pris connaissance de ces œuvres présentées dans la suite grecque, alors il faut savoir, moi je l'ai appris un jour en lisant un bouquin, mais évidemment en préparant cette soirée avec Jean, on l'a évoqué. C'est difficile de l'imaginer, mais ce n'est pas évidemment sans intérêt d'évoquer la relecture que fait un peintre de cette sculpture, de cette statuaire grecque, quand on sait qu'à l'époque, toutes ces sculptures étaient peintes. Ah oui, mais on a tendance à l'oublier, puisque la peinture, les couleurs ne sont plus là depuis longtemps, et on s'est presque accaparé, enfin pas accaparé, mais il y a une approche de la statuaire grecque avec cette belle pierre. Or, c'était pas comme ça à l'époque. Donc, c'est pas inintéressant, comme ça, de le rappeler et de voir que cet artiste qui
fait une relecture de ses œuvres, leur apporte, alors je ne dis pas que c'est les couleurs qu'elles avaient, mais en tout cas leur redonne des couleurs, hein, si on peut dire. Alors, je parlais de technique. Quand on connaît des œuvres, des travaux précédents, et quand on voit ceci, déjà, tu n'utilises pas la gouache. Sur les petits formats, si. Oui, mais sur les grands formats, non. Non. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles. Il n'y a pas d'épaisseur tout en ayant une épaisseur. Juste un mot sur la couleur. Quand j'ai commencé cette série, je me suis pas posé la question, effectivement, de savoir... Bon, quand on peint, de toute façon, il y a forcément une palette. On est obligé de se servir de couleurs, quoi qu'il arrive. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans cette série, au contraire, je dirais, le fait que ces sculptures étaient peintes, et de façon assez violente, pour nous en tous les cas, pour notre romantisme de la pierre, eh bien, je me disais, de toute façon, je serai de toute façon en dessous de ce qu'ils ont fait. Alors je peux y aller tranquillement. Donc, et comme je pratique des tons plutôt rompus, hein, vous avez pu voir, je suis un amoureux des gris, des roses, des ocres, j'en fais une consommation immodérée. De l'ocre jaune, l'ocre jaune c'est une couleur pour moi magnifique. Eh bien, comme ça, j'ai tranquillement pris ma liberté colorée. Alors, pour revenir aux épaisseurs sans être... il y a épaisseur sans être épaisseur. Il est évident que la touche, c'est-à-dire le rythme, donne effectivement l'illusion d'épaisseur, mais il n'y en a pas en fait. Ma façon de travailler est très, très fluide, très, très fluide. Mon médium, c'est une bassine de flotte, hein, et puis l'acrylique, hein, qui est une peinture donc, qui permet de travailler assez vite. Mais moi, je la travaille, en fait, si l'aquarelle était moins chère, je travaillerais avec des aquarelles, en fait. Mais ça serait des pigments peut-être moins sûrs. Donc, je travaille pour avoir une couleur, on va parler, je ne sais pas, on va parler des jaunes qui sont ici, mais on peut parler aussi du bleu, des gris ici. C'est 5, 6, 7, voire 10 passages, peut-être même plus. Je ne suis même pas incapable de les compter vraiment, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je dépose sur la toile vraiment quelque chose d'infime. Et cet infime, petit à petit, va prendre effectivement sa densité et va sans doute, peut-être, amener l'idée du relief dont tu parlais. Et puis aussi, ma façon de peindre est une façon assez pudique, je dirais, quelque part. Je suis pas... j'ai une grande admiration pour Nicolas de Staël, hein, je le trouve magnifique, mais je serais bien incapable de faire une toile avec des épaisseurs comme l'a fait Nicolas de Staël. J'ai seulement fait une seule fois dans ma vie à Céret, lors de la première exposition, une toile avec des grosses épaisseurs de bleu de Prusse, mais comme on s'était saoulé la gueule avec un copain, je suis tombé dessus et je me suis retrouvé tout bleu. Donc depuis, je ne fais plus d'épaisseur. donc il y a une espèce de pudeur chez moi à faire que finalement, c'est par l'accumulation et la sédimentation et le dépôt petit à petit que la couleur va naître tout doucement et prendre sa densité. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... moi, voilà, comme je le disais au tout début de la soirée, je ne me pose ni en historien de l'art, ni en critique d'art, mais en simple spectateur. Et au fil des peintures dont j'ai pris connaissance dans ton atelier, en particulier la suite grecque, il y a ça, c'est-à-dire que tout à la fois, pour qui a vu d'autres peintres, hein, plus on s'approche, parfois on est assez sidéré, on se dit oh là là, quelle épaisseur. C'est pas le cas chez
C'est pas le cas chez Jean, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une épaisseur, qu'il y a une fluidité, mais il n'y a pas cette épaisseur qu'on peut connaître chez d'autres artistes. Voilà. Oui, Et oui. tu as répondu, bon voilà. J'aurais tendance aussi à rajouter qu'au mot épaisseur, je préfère le mot profondeur, Profondeur. qui me semble permettre, en tous les cas, un travail plus prolongé. Parce que, hein, on a parlé au début de l'os que j'aimais bien ronger. Bah, pour le ronger, il faut qu'il y ait un peu de chair dessus au départ, et puis après, il faut encore qu'il y ait de la matière pour arriver à la fin, où effectivement, quand je juge que la couleur est à sa place définitivement, bon, on n'y touche plus. Mais le fond bleu de la Destia a été refait je ne sais combien de fois. Et le fond je ne parle pas du fond de Zeus, qui m'a tourmenté constamment. Parce que je voulais que ce fond soit la lumière de Zeus. Quelle prétention. En fait, c'est comme ça. Il faut être prétentieux quand on Ah travaille. oui, tout à fait. Des réactions Alors, on va s'enfoncer encore un petit peu plus dans cette suite grecque. Moi, ce qui m'a frappé, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y a beaucoup de ça. Et évidemment, ce n'est certainement pas le hasard. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le catalogue, voilà, il y a un détail et on est dans le pli et le drapé. Et à travers des deux salles, il y a, bon, Hestia, haute, mais il y a beaucoup de plis et de drapés. Alors, évidemment, Jean Quiras ne les a pas inventés, hein. Ils existent sur cette sculpture, mais je trouve que tu les as particulièrement travaillés. Et je pense que dans la statuaire grecque, ce drapé représente quelque chose. C'est vertigineux. C'est le vertige absolu. C'est le vertige parce qu'il y a une logique implacable dans cette sculpture. Et quand on commence effectivement à l'étudier de près, comme je l'ai fait pour tous les détails qui sont dans la seconde salle, eh bien, ces détails, pour moi, étaient une exploration, alors là, au plus près, c'est-à-dire presque, pas à la loupe, mais en tous les cas, d'essayer de pénétrer dans l'intimité de cette sculpture. Et plus je la regardais, plus c'était vertigineux et décourageant, quelque part. Donc il fallait là s'acharner, vraiment, avec beaucoup de ténacité, beaucoup d'humilité aussi. Beaucoup d'humilité, parce qu'il n'est pas question d'interpréter n'importe comment. Pas du tout. Il faut absolument respecter. Et c'est ça qui était l'exercice difficile, c'était de trouver la liberté dans le respect. Ce qui n'est pas facile, mais qui m'a toujours plu. Quand j'ai travaillé sur le retable d'Isenheim, quand j'ai travaillé sur des Vaucris de Perpignan, trouver sa liberté dans le respect. C'est une de mes règles, en tous les cas. Et c'est elle qui me guide et qui me conduit constamment. Donc, pour revenir au pli, ça a été en même temps des explorations, une sorte d'archéologie, je dirais presque. Il y a un film qui m'a toujours plu, il y a très longtemps, c'était l'exploration du corps humain avec une petite capsule qu'on transforme en sous-marin et puis on l'injecte et puis il y a des vues on voit le corps humain, etc. Bien, moi j'avais l'impression d'être dans ma petite capsule et d'explorer constamment ces plis grecs. Ces plis grecs qui, une fois remis à l'échelle et remis dans le sujet, donnent ça. Voilà. Et en même temps, pour moi, pour peindre ça, il me fallait effectivement l'intimité, la lecture intime, la plus poussée possible de ces plis qui ont conduit à tous les détails qui sont dans la salle à côté, et notamment à la couverture du catalogue. Oui, puis particulièrement
marquant ces plis parce que quand on connaît, moi je ne suis pas allé au British Museum, je connais un petit peu la sculpture grecque, mais je n'ai pas vu les mêmes. Mais en tout cas, pour ce qui est du pli et du drapé, ce n'est pas spécifique à la sculpture grecque, mais ça a été copié après. Ce qui est clair, c'est que ça architecture un corps. Oui. C'est une architecture. Ah oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de hasard. C'est pas fait. C'est pas une espèce de, comment dire, de délire, du pli pour le pli. Pas du tout. Rien n'est gratuit. C'est-à-dire que tout est au service précisément de de traduire ce qui n'est pas traduisible. Et c'est ça, c'est ce qu'ils ont trouvé. Parce qu'il faut bien quand même se pénétrer l'idée qu'avant, il n'y avait pas. Et après, n'oublions pas que c'est censé aussi rendre hommage à des dieux, pour beaucoup. Oui. Donc il fallait aussi trouver... Donc, alors, vous voulez réagir Je voudrais quand même poser une question. Est-ce que les sculptures grecques qu'on a dans les musées ont la même valeur que celles qu'on voit dans le paysage? Parce que moi j'ai noté une chose, c'est que les sculptures dans les musées grecs, enfin, n'ont pas la même éclat, n'ont pas le même sens. Je dirais qu'elles n'ont pas de sens quand on les voit dans un musée que quand on les voit dans la nature. Donc la lumière joue un rôle fondamental. Et c'est vrai que c'est un dommage de ne pas les avoir laissées où elles étaient. Parce qu'effectivement, elles perdent tout leur sens. Ces sculptures et cette architecture, on la voit dans le contexte dans lequel elles sont. Et on ne peut pas imaginer qu'on ait pu les démonter pour les transporter quelque part, ailleurs, parce qu'elles sont là, elles sont vivantes, là, elles se ressentent à travers l'espace, à travers la lumière, à travers le lieu. Parce que c'est un lieu, c'est pas simplement une sculpture, c'est pas simplement une architecture. C'est intégré à la nature, c'est quelque chose de... Non, mais bien la sûr. lumière et tout ça joue un rôle fondamental. Non, mais moi, je suis totalement d'accord. Je veux dire, moi, quand je vais au Louvre, je suis triste. C'est un cimetière. C'est un cimetière, c'est une cave. Alors, il est question de repenser toute la section de la sculpture antique. J'espère que ça sera mieux. Mais pour l'instant, c'est toujours pareil. Donc, effectivement, alors, le cas du British, évidemment, est un cas très, très spécial. Alors, la première chose, quand même, qu'ils ont compris, c'est la lumière zénitale. Là, ils ont compris ça, quand même. La lumière zénitale apporte quand même une lecture plus satisfaisante que celle du projecteur bête que l'on trouve au Louvre. Avec des fenêtres à peine nettoyées, d'ailleurs, on ne voit même pas la lumière du jour. C'est absolument épouvantable. Bon, ça va changer, paraît-il. Enfin, souhaitons-le. Mais je rejoins complètement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi, pourquoi cette sculpture grecque m'a séduit aussi, c'est parce que je l'ai vue dans la lumière. Je l'ai vue dans la lumière grecque. Pourquoi cette montée de Delphes est si extraordinaire? C'est parce qu'elle est dans la lumière. Et qu'en plus de ça, on monte vers la lumière. En plus, ça c'est astucieux de leur part quand même. Hein, parce qu'à Olympie, c'est plat. Tout est plat. À Delphes, on monte. On gravit, on va vers le sacré. Donc, et on voit effectivement, comme tu le citais tout à l'heure, cette plaine d'olivier absolument sublime qui donne l'idée de la terre nourricière, c'est-à-dire de l'accord de la terre nourricière avec les dieux. Et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer Perséphone qui est dans l'autre salle. Je le salue, Perséphone en passant. Perséphone quand même, avec Déméter, dont la mère est chargée de faire pousser le blé. C'est elle qui nourrit la terre. Et elle dit, si je ne retrouve pas ma fille, parce que Hadès me l'a piquée, eh bien, la terre va crever de faim. Et Zeus dit, il faut faire quelque chose. Et il fait quelque chose. À chaque fois, d'ailleurs, Zeus dit qu'il faut faire des choses. Oui, Zeus, il est là pour arranger les coups de temps en temps. Enfin, ça dépend. Et puis, donc, il libère Perséphone. Et Perséphone naît au jour.
et c'est le printemps et l'été. Il en profite un petit peu, Zeus, quand même. Hein. Quand il se transforme en Zeus, taureau, quand il se transforme Zeus a tous les droits. oui. Zeus a tous les droits. En signe, ainsi de suite. Hein. Ben oui, attends, Ah non, mais et qui n'aimerait pas en faire autant? Il a effectivement des droits quelquefois un petit peu outranciers, mais enfin. En tous les cas, l'histoire de la terre, du site de Delphes, effectivement, c'est de pouvoir monter vers le sacré tout en contemplant effectivement en bas la terre nourricière. C'est ça qui est fantastique. Entre autres. Il y a aussi le site quand même, et puis il y a l'histoire d'Apollon. Enfin ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Marcello Riquero, qui évidemment est tout à fait exact. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de sculptures, bien que détachées du contexte dans lequel elles devraient se trouver et dont on les a enlevées, elles restent très belles, mais très souvent, une large part de leur signification n'est plus, puisque une sculpture n'a d'intérêt que si on est autour d'elle et si elle est dans le lieu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être... Voilà. Il n'y a plus qu'un objet esthétique. Alors, il y a peut-être quelque chose que moi, j'ai ressenti, mais là, ça fait 1h15 que l'on parle, et j'aimais une approche personnelle dont je n'ai pas parlé d'ailleurs à Jean. Je voulais lui faire une surprise ce soir. Et ce que tu viens de dire permet de le faire. C'est-à-dire que cette suite grecque m'émeut beaucoup. Alors évidemment, comme toute exposition, il y a des peintures qui me touchent plus que d'autres, mais enfin ça c'est le cas de toute exposition. C'est qu'un certain nombre de ces sculptures, que je ne connais pas, je l'ai dit tout à l'heure, que je ne suis pas allé au British, mais quand on les voit, ont perdu de toute façon une certaine aura, comme tu l'évoquais. Or, je trouve que le peintre, les reprenant, en fait un sujet. En fait un sujet, et là je rejoins, même si ce n'est pas évident à chaque fois, ce qu'a écrit Béatrice Tabat, c'est que ça vaut pour cette suite grecque, mais ça vaut pour d'autres œuvres de Jean. Il y a une manière expressionniste de redonner une vie à une œuvre qui existe déjà, qui, dans le cas de la sculpture, précisément comme tu l'as dit, peut perdre une large partie de sa signification. Or, par sa technique de peintre, sa sensibilité, tout ce qu'il nous a dit, et je pense par exemple à ce qui me touche beaucoup, les torses là-bas, les corps là, peut-être Sisyphe, il y a là, on en vient à oublier que cette œuvre existe déjà. C'est-à-dire que le peintre et l'artiste se l'est totalement accaparé pour en faire autre chose, tout en, évidemment, respectant le sujet premier. Voilà, je tiens à te le dire, parce que c'est ce que j'ai ressenti et ce que je ressens lorsque je suis devant certaines de tes œuvres, et où il y a une dimension, parce que l'expressionnisme, c'est aussi un mot valise, hein, mais ça peut être aussi parfois une manière, je ne sais pas si tu es d'accord. Voilà. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est un problème de matière. Je trouve qu'il a recherché, à travers cette matière, un certain aussi équilibre de ces sculptures. Plutôt que de les traduire d'une certaine manière, on ressent effectivement un problème dans cette matière qu'il a voulu reproduire, qu'il a transformé quelque chose, et comme il a fait dans d'autres cas, cette matière à sa manière, et même il a refait vivre à sa manière. Donc il n'y a plus beaucoup de relations, si je veux dire, entre la réalité des sculptures grecques et ça. Ça, il prend un sujet et il le travaille au point qu'il refait ressortir cette matière qui est forte, très forte, et en même temps, il donne ces couleurs qui sont quand même très fortes aussi. Mais on ne peut plus dire que c'est des sculptures grecques, c'est quelque chose qui reprend une matière grecque. C'est ce que je viens de donner cette valeur. Tout à fait. Et ça, c'est ça la force de... Mais on va peut-être lui... Voilà. Mais oui. Alors, je suis d'accord, et avec une
une réserve. D'accord sur... enfin, d'abord, c'est un très beau compliment. Hein, donc, d'accord avec un compliment, je le prends. Mais je me sens pas, moi, personnellement, éloigné de la sculpture grecque. Du tout. Je n'ai pas souhaité, effectivement, ça c'est vrai, jamais faire une lecture documentaire. Jamais. Et je m'en suis toujours méfié. Vraiment. Quand ça prenait un tour qui pouvait éventuellement être assujetti à ce qu'on pourrait appeler copie, immédiatement balayé, rejeté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par contre, j'ai toujours eu l'obsession de faire passer, pour moi en tous les cas, ce qu'était le message de cette sculpture. D'essayer de le faire passer, de le faire vivre. Alors effectivement, je me suis servi d'un certain nombre d'artifices, comme Zeus, qui se déguise. Eh bien, la peinture, c'est aussi une sorte de déguisement pour avancer dans la réalité. C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut trouver les vêtements qui vous permettent de passer de l'autre côté du mur. Hein. C'est une sorte de toujours être devant le miroir et derrière le miroir. Toujours constamment dans cette espèce de dualité, d'ambiguïté. Donc, je prends ce que tu viens de dire, mais dans le sens, tu vois, de l'ambiguïté, quelque part. La sculpture grecque, je pense que c'est la traduction du corps des dieux et des déesses en immobile ou en mouvement. Et je trouve que lorsqu'on regarde ta grande peinture bleue, tu as su traduire avec le peu de moyens que tu as utilisés la plénitude du corps féminin. Et je trouve d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup de femmes dans ton exposition. Et je trouve que c'est très bon. Tu as bien su rendre la plénitude de ces corps. Moi, je la sens vivre. Je la sens vibrer, celle-là. Même si elle est en pierre, on devine le corps qui est sous le voile ou dans la pierre. Le sein nourricier de toutes ces grandes figures féminines, les seins sont toujours admirables, parce qu'ils ont un côté à la fois sensuel et en même temps, c'est la vie. Et ce qui m'a permis souvent, d'ailleurs, que ce soit pour Hestia, ou que ce soit pour Aphrodite, que ce soit pour d'autres, c'est ce côté de la sensualité exprimée, effectivement, comme tu viens de le dire, par le corps. Et moi, j'ai été très, très heureux que, finalement, les figures féminines soient plutôt dominantes. Très, très heureux. Très heureux, parce que ça m'a permis aussi de faire un travail de peinture très, très égoïste. Voilà. Parce que, effectivement, la dernière œuvre que j'ai faite, qui est sur le côté, sur le panneau derrière, et qui est qui est forcément une danseuse, enfin une nééride, très, très certainement, et parlons aussi de la grande nééride jaune, eh bien, quel sentiment finalement agréable de pouvoir fréquenter, si je puis dire, dans le sens presque amoureux du terme, une nééride. Donc ça, c'est un des grands plaisirs que m'a donné le travail sur cette sculpture, entre autres. Alors c'est cette sculpture que j'évoquais lors du vernissage, me trouvant dans cette salle, il y avait devant moi une dame et qui, parlant de cette sculpture, disait, elle était accompagnée d'une amie, et disait à son amie, c'est extraordinaire, on a l'impression qu'elle marche, qu'elle est en mouvement. Et je pense, je l'ai rapporté à Jean, que c'est plutôt un compliment. Oui, je pense qu'on peut le prendre pour tel, oui. Oui. Alors, on a beaucoup abordé de points, mais il y a un point très très important, ça fait un petit moment que l'on parle, il y aura peut-être encore quelques questions qu'il est important d'aborder, c'est, on a évoqué ta relation à l'histoire, mais au-delà de l'histoire, tu es
un homme qui t'intéresse beaucoup aux luttes, au pouvoir. Et je ne peux pas tout évoquer, mais il y a aussi une très grande série de gens qui s'intitule Les portraits aux journaux, c'est ça? C'est les pages de la Bourse. Oui, moi Pages je de la parle Bourse, de portraits aux journaux, mais là encore... Mais ce sont des portraits. Voilà, des portraits avec les pages de la Bourse. Bon, il y a aussi, en résonance avec les gisants évoqués tout à l'heure, pour ceux qui se souviennent, en Italie, une Italie bouleversée à l'époque, avec les attentats, les brigades rouges, l'affaire Aldo Moro, et donc cet homme politique retrouvé dans le coffre d'une voiture, tué, et qui t'a profondément marqué pour ce... Alors là, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette image que tu avais eue de ce corps gisant dans un coffre de voiture et qui... voilà. Alors vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? Je pense que ça vient faire que le Parthénon, c'est peut-être pas non plus le hasard. C'est-à-dire que il y a la Grèce, il y a le voyage en Grèce, il y a ses émotions, il y a la découverte au musée, et puis toutes ces figures étaient au Parthénon. Or, au temps du Parthénon, où est le Parthénon? Il domine la ville. Il est là pour protéger les hommes et faire en sorte qu'ils vivent le mieux ensemble, avec un idéal. Je ne vous apprends pas ce peuple que l'on méprise aujourd'hui, les pauvres Grecs, les nuls de l'Europe. N'oublions pas que nous sommes irrigués par eux. Ils n'ont pas fait que la statuaire, ils ont inventé aussi la philosophie, et ils ont aussi inventé, même si elle était imparfaite, mais c'était les balbutiements de la politique, qui veut dire au sens grec la vie de la cité. Or, le Parthénon, c'est ça. Et c'est peut-être pas le hasard que ces figures t'aient intéressé. Bah oui, finalement, si je regarde le parcours qui est derrière moi, commencer avec les gisants, lieu de pouvoir absolu, finissant pour l'instant avec le Parthénon, lieu de démocratie. Et en même temps, lieu du pouvoir sacré aussi, quelque part, évidemment. C'est là toute la richesse et toute la richesse du débat, bien entendu. Donc, lorsque j'ai avancé, plus j'avançais plutôt dans ce travail, plus je me sentais effectivement solidaire de la Grèce actuelle. C'était pour moi mon manifeste personnel. Et j'ai pris comme emblème de cette souffrance ce visage de Dionysos, justement, Dionysos qui en principe est le dieu de la joie de vivre, le dieu du vin, enfin qui s'est transformé qui est devenu le dieu du vin avec notamment la magnifique peinture du Caravage, entre autres. Mais n'oublions pas que dans le Caravage, il y a un fruit qui est pourri quand même. Donc le Caravage, il avait bien compris le truc quand même. Donc, eh bien, ce fruit pourri, effectivement, c'est celui, malheureusement, de l'actuelle Grèce, enfin de la situation, plutôt pas de la Grèce, des pourris qui font. Alors là, la pourriture, effectivement, elle est quelque part. Donc, ça rejoint finalement ce que j'ai voulu dire sur Aldo Moro, quand j'ai travaillé sur Aldo Moro, je finissais le travail sur les gisants. Et je me suis dit, tiens, voilà le tombeau de l'homme moderne, du politique moderne, c'est le coffre de la 4L. Et ce n'était plus un gisant, c'était un corps cassé, brisé, qu'on a fait rentrer de force dans ce coffre de voiture pour montrer tout le mépris que l'on voulait faire passer. Donc, ensuite, le Dévot-Christ de Perpignan, qui est un Christ souffrant absolu, et qui montre là aussi avec une sorte de violence terrible, et qui est en même temps une œuvre magistrale. Comme toutes les grandes œuvres violentes, elles sont également magistrales. Et elle traduit aussi, et c'est pour ça que je me suis aussi évidemment
où j'ai pris ce thème. Et là encore, c'est pareil. Pendant plus de 2 ans, j'ai travaillé sur ce Dévot-Christ, etc. Donc, les relations, effectivement, que tu viens de citer, sont, d'ailleurs on pourrait prendre le mot même citer quelque part dans le sens plein du terme, eh bien, elles sont très liées à tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir que quand je peins, je me sens jamais séparé du monde. L'atelier, pour moi, n'est pas un lieu fermé. C'est un lieu, au contraire, très ouvert, où tout arrive et tout doit être ensuite... mais ça, je pense que tous les peintres dignes de ce nom pensent la même chose. Je veux dire, l'atelier, c'est le lieu où arrivent les choses et c'est les lieux d'où sortent les choses. Après, voilà, c'est l'histoire. En tout cas, on vient d'évoquer le Parthénon, de ce que ça représentait, et je dois dire que personnellement, compte tenu de ce qui se passe en Grèce depuis quelques années, et de la souffrance, parce qu'il y a une très grande souffrance en Grèce, hein, il faut savoir, les gens en bavent énormément. Je suis, personnellement heureux de voir qu'un peintre, même si on a dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le travail du peintre, il y a quand même là une présence de la Grèce, et il y a d'une certaine manière magnifié par Jean Quiras un hommage à cette culture qu'on ne peut pas oublier absolument, hein, qui est peut-être celle qui, très certainement, nous sauvera. Est-ce que vous voulez... Je voudrais dire une seule chose à propos de la Grèce. Je pense que c'est un exemple profond d'intégration de l'écologie, de l'art et de ce qui est au-delà de l'art, c'est-à-dire le mystique. C'est-à-dire qu'il y a une association entre la croyance, entre la démocratie, entre le paysage, entre la sculpture, entre l'architecture. Parce que la porte des Lions, vous ne pourrez jamais la démonter, la mettre dans un... Oui. Parce qu'on ne peut la voir que là. Elle est là. Elle est présente sur le sol, sur le lieu précis. C'est un exemple précis de ce qu'on nous manque aujourd'hui dans notre société. C'est cette intégration à ce qui est notre terre et notre architecture, notre art lié au lieu où on l'a fait. C'est fondamental. Pour moi, la Grèce est un exemple extraordinaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Marcello est architecte, donc on comprend, ça le touche, mais pour ceux qui ne sont pas architectes, et pour revenir de manière tout à fait modeste sur la Grèce, il est évident, et je rejoins ce que dit Marcello, il n'y a pas que Delphes, il y a à certains endroits des ruines encore assez extraordinaires, et il y a chez celui qui s'intéresse un petit peu une perception où on se dit, mais il y a une adéquation parfaite. Parfaite. La lumière, parfois la côte découpée, comment lorsqu'on approche à divers plans, on se dit, mais tout a été pensé, et on ne peut pas oublier que pour la plupart de ces constructions qui étaient visitées par les hommes et vécues par les hommes, il y avait un hommage aux dieux. Et donc cette dimension du sacré dans la vie, on peut encore la voir, pas uniquement en Grèce, mais particulièrement en Grèce, et c'est ce qui est très beau, je trouve. Voilà, ça c'est vrai. L'œuvre effectivement de Jean est quelque chose qui est justement une certaine approche, mais en même temps une création à travers ça. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas effectivement d'un côté le dissocier, mais de même temps, tu t'en es complètement libéré pour faire ton œuvre. Oui, mais je me suis dit, quand je travaillais souvent, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler sur des sculptures grecques? Souvent, je me suis posé cette question. Parce que, bon, quand on regarde un peu la production actuelle artistique, je ne suis pas dans le coup. Je ne suis pas dans le coup du tout, alors. Et alors, qu'est-ce que je suis content? Qu'est-ce que je suis content de ne pas être dans le coup? Mais en même temps, il faut être honnête.
on se pose quand même des questions, ce qui est normal. Moi, je n'ignore pas la peinture des autres, hein, loin de là, au contraire, elle me passionne. Donc, je ne suis pas du tout... j'aime pas le sectarisme, quel qu'il soit. Ce que j'aime, c'est que les choses soient intéressantes, c'est tout. Le reste, je m'en fous complètement. Mais il est vrai que là, je me suis dit, mais quand même, la sculpture grecque, tu te sens pas un peu isolé, là? Bah oui, je me sentais isolé par moments. Et puis je dois dire qu'une fois le travail fini et quand on a fait l'accrochage, ça c'est la récompense quelque part. L'accrochage, c'est la récompense, parce que d'un seul coup, toutes les histoires qu'on a bâties, toutes les histoires qu'on s'est imaginées, les dialogues, etc., se sont mis en place avec une sérénité, une cohérence fantastique. Il faut dire que j'y avais beaucoup travaillé avant quand même. Mais enfin, c'est vrai que ça s'est mis en place comme dans le fond, comme si les dialogues, bah oui, c'est comme ça, voilà, c'est possible, on va discuter ensemble, voilà, accroche-nous puis tu verras. C'est ce que j'ai ressenti quelque part, vous voyez. Donc finalement, j'ai envie de dire que le sujet le choix du sujet n'est pas forcément le choix contemporain absolu, je veux dire. D'autant plus que quand j'ai fait les pages de la bourse américaine, j'ai largement plongé dans la réalité des choses. Donc je ne me sentais pas frustré de ce côté-là. Oui, mais Jean, tu n'es pas dans le sens de la mode actuelle, c'est-à-dire certaines installations ou certains discours. Mais je trouve que lorsqu'on voit ta peinture, je voudrais utiliser la phrase de Matisse en la tronquant un tout petit peu, c'est vraiment calme et volupté. Oui. Alors, calme et volupté, ça c'est une toile qui m'a hanté, qui m'a hanté et qui m'a désespéré totalement. D'ailleurs, Matisse est désespérant, de toute façon. Autant Picasso n'est pas désespérant, parce que il trouve toujours une solution à la va comme je te pousse. Mais Matisse, c'est jamais à la va comme je te pousse. Tu vois, et alors, c'est luxe, calme et volupté. J'étais en train de faire une grande peinture chez des amis, et j'ai dit, tiens, alors là j'étais jeune, j'avais 20 ans. C'était une grande commande, comme ça. Et je lui dis, tiens, dans le fond, je vais m'appuyer sur luxe, calme et volupté. Oh la vache, j'aurais mieux fait de passer à autre chose. Au bout d'un moment, j'ai posé le bouquin, j'ai fermé, j'ai dit, Mathis, il m'emmerde, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Donc, mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu mon luxe, calme et volupté, quelque part. Ben, longtemps après. Dernière, parce qu'on a quand même abordé beaucoup de choses. Après, c'est le mystère aussi de la création. Hein. On va pas le cuisiner, le pauvre. En plus, il a... Hein, ça va la gorge, ça va? Oui. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur d'une série que j'ai faite. C'est sur les massacres de Sabra et Shatila. Parce que ça, j'y tiens beaucoup. Là aussi, c'est pareil. Qui n'a pas été touché par cette tragédie, évidemment, qu'on a tendance d'ailleurs à enfouir sous le sable, tout doucement. Heureusement qu'il y a eu ce film israélien d'animation qui a restitué un petit peu les choses, parce que moi je me souviens quand même de l'émotion, et puis petit à petit les émotions passent, hein, et voilà. Et puis les journaux passent, et puis etc. Donc j'ai fait une série de toiles sur Sabra et Shatila. Certaines sont dans un musée, et ce qui est intéressant, je ne citerai pas le musée, elles sont dans les caves parce qu'ils ont peur de les exposer. Intéressant comme... voilà. Mais je voulais juste dire que Sabra Shatila est quelque chose qui a compté pour moi énormément. Mais je suis désolé de terminer sur une note un peu tragique, mais je tenais à le dire. C'est bien. Alors, je ne sais pas si vous avez encore la forme. Pour clore cette soirée, j'ai eu envie de rendre à la fois hommage à Jean Quiras, à ses créations, à la Grèce, dont vous avez compris qu'elle est importante pour moi, et à un grand monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Vernant, certainement le plus grand spécialiste de la Grèce ancienne,
mort il y a quelques années. Grand résistant, grand monsieur, membre du Collège de France, et qui a écrit beaucoup de livres sur la Grèce, des choses très scientifiques, très pointues. Et puis là, il a écrit quelques années avant de mourir, L'univers, les dieux et les hommes, il en a été question ce soir, beaucoup. Et il a pensé que c'était important parce qu'il se rendait compte que, ben voilà, il y avait des gens qui oubliaient un petit peu ce qu'il en était de la Grèce. Il n'y avait plus, comme à certaines époques, des cours aussi pointus sur la mythologie. Hein. Je m'en souviens, remarquez, on faisait des frises, c'était extraordinaire. Et puis on plongeait dans ces histoires folles. Et puis Jean-Pierre Vernant, racontait à son petit-fils des histoires. Puis le petit-fils grandissait, et puis un jour, il s'est dit, puis son éditeur, que ça serait peut-être bien de raconter ça à sa manière. Alors évidemment, je ne vais pas vous lire le livre. J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout du passage, parce qu'après 1h30, ça me picote aussi un petit peu. Et donc, grand monsieur, et qui nous permet de mieux comprendre, lorsqu'on a lu ce livre, cette relation qu'on a évoquée tout à l'heure entre ces dieux, les hommes, et tout cet art qui a été intercesseur. Alors, celui que je vais évoquer, enfin qu'il évoque, c'est quelqu'un de très connu, hein, c'est Achille. Alors, il est en train de raconter, parce qu'il y a plusieurs histoires autour d'Achille, et puis il y en a une qui domine. Donc, il vient de terminer de raconter une histoire, et puis dit, une autre raconte que pour le rendre immortel, comme elle ne pouvait pas le plonger dans le feu, Thétis, donc sa mère, l'a plongé dans l'eau du Styx, ce fleuve infernal qui sépare les vivants et les morts. Bien entendu, celui qui est plongé dans les eaux du Styx et en ressort obtient des vertus et des qualités d'énergie exceptionnelles. Achille, immergé dans ces eaux infernales, a résisté à l'épreuve. Seul le talon, par où sa mère le tenait suspendu, n'a pas été en contact avec l'eau. Achille n'est pas seulement le guerrier à la course rapide, il est aussi le combattant invulnérable aux blessures humaines, sauf à un endroit, le talon, par où le trépas peut s'insinuer. Un des résultats de ce mariage inégal entre une déesse, donc sa mère était une déesse, mais le père d'Achille n'en était pas. C'est ce qui a toujours posé des problèmes, parce que lorsque les dieux se mariaient avec des mortels, ce qui est le cas. Donc, un des résultats de ce mariage inégal entre une déesse et un humain, c'est que toute la splendeur, toute la puissance qui s'attache à la divine Thétis viennent en partie auréoler le personnage d'Achille. En même temps, sa figure ne peut être que tragique. Sans être un dieu, Achille ne saurait ni vivre ni mourir comme le commun des hommes en simple mortel. Mais échapper à la condition ordinaire de l'humanité ne fait pas pour autant de lui un être divin, assuré de l'immortalité. Son destin, qui pour tous les guerriers, tous les Grecs de ce temps a valeur de modèle, continue à nous fasciner. Il éveille en nous, en écho, la conscience de ce qui fait de l'existence humaine limitée, déchirée, divisée, un drame où la lumière et l'ombre, la joie et la douleur, la vie et la mort sont indissolublement mêlés. Exemplaire, le destin d'Achille est marqué du sceau de l'ambiguïté. D'origine à moitié humaine, à moitié divine, il ne peut être entièrement ni d'un côté, ni de l'autre. Merci à vous et merci à Jean Kiras. Merci, Jean-Luc. Merci.